pépiment matinal des oiseaux semblait insipide à Françoise. Chaque parole des bonnes la faisait sursauter. Incommodée par tous leurs pas, elle s'interrogeait sur eux. C'est que nous avions déménagé. Certes, les domestiques ne remuaient pas moins dans le 6e de notre ancienne demeure, mais elle les connaissait. Elle avait fait de leurs allées et venues des choses amicales. Maintenant, elle portait au silence même une attention douloureuse. Et comme notre nouveau quartier paraissait aussi calme que le boulevard sur lequel nous avions donné jusque-là était bruyant, la chanson, distincte même de loin, quand elle est faible comme un motif d'orchestre, d'un homme qui passait, faisait venir des larmes aux yeux de Françoise en exil. Aussi, si je m'étais moqué d'elle qui, navrée d'avoir eu à quitter un immeuble où l'on était si bien estimé de partout, avait fait ses mal en pleurant, selon les rites de Combray, et en déclarant supérieure à toutes les maisons possibles, celle qui avait été la nôtre. En revanche, moi qui assimilais aussi difficilement les nouvelles choses que j'abandonnais aisément les anciennes, je me rapprochai de notre vieille servante quand je vis que l'installation dans une maison où elle n'avait pas reçu du concierge qui ne nous connaissait pas encore les marques de considération nécessaires à sa bonne nutrition morale, l'avait plongée dans un état voisin du dépérissement. Vous venez d'écouter les premières lignes de Le côté de Guermantes de Marcel Proust. Au programme aujourd'hui, rébellion, déclin et technophilie. Bienvenue dans la Voie des Lettres, épisode 47. Après un suspense aussi insoutenable qu'une thèse sur la gravitation quantique à boucle, voici le 3e épisode sur le chef-d'œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Après Du côté de chez Swann et À l'ombre des jeunes filles en fleurs, nous nous attaquons au 3e volume, Le côté de Guermantes. Guermantes est le nom d'une famille très ancienne, remontant à Geneviève de Brabant, une héroïne légendaire du Moyen-Âge qui a frappé l'imagination du narrateur lors de son enfance à Combray. Il la voyait le soir sur les murs de sa chambre grâce à sa lanterne magique. Une lanterne magique, ce n'est pas une lampe trouvée au fond d'une caverne à tête de tigre, d'où jaillit quand on la frotte un génie à la peau bleue. C'est un appareil de projection, ancêtre des diapositives. C'était un peu Disney avant l'heure, et ce n'est donc pas pour rien que Guermantes a pour notre jeune héros quelque chose de magique. C'est un royaume rêvé, un idéal lointain et inaccessible, comme un dragon dans les yeux d'un enfant, comme une colombe dans un pays en guerre, comme un journal quand il n'y a plus de PQ. Sa surprise est donc immense quand il apprend que Madame de Villeparisis et Robert de Saint-Loup, ses amis, sont des Guermantes. Au début de ce 3e tome, la famille déménage et s'installe dans l'hôtel particulier des Guermantes. Sans même la connaître, ne l'ayant vue qu'une fois, de loin et de dos, un dimanche matin lors d'une messe à Combray, le narrateur est déjà amoureux, non pas d'une personne, mais d'un nom, la duchesse de Guermantes. Maintenant que c'est sa voisine, il va tout faire pour éveiller son intérêt. Il cherche à se faire inviter chez elle, il demande à son ami Robert de faire des éloges de lui, il guette chacune de ses sorties et tâche d'être sur le trottoir quand elle se promène dans sa voiture. Il ne peut pas passer une journée sans chercher à la voir et s'accroche comme un noyé au salut qu'elle lui adresse ou au sourire qu'elle lui jette depuis sa loge à l'opéra. Mais plus il court après elle et plus elle semble s'éloigner, jusqu'au jour où il arrive en retard à une soirée de Madame de Villeparisis et se pose, au calme, dans un canapé, sans songer à sa duchesse. Au moment où elle traversait le salon où j'étais assis, la pensée pleine du souvenir des amis que je ne connaissais pas et qu'elle allait peut-être retrouver tout à l'heure dans une autre soirée, Madame de Guermantes m'aperçut sur ma bergère, véritable indifférent, qui ne cherchait qu'à être aimable, alors que, tandis que j'aimais, j'avais tant essayé de prendre, sans y réussir, l'air d'indifférence. Elle vint à moi, et, retrouvant le sourire du soir de l'opéra,
et que le sentiment pénible d'être aimée par quelqu'un qu'elle n'aimait pas n'effaçait plus. « Non, ne vous dérangez pas. Vous permettez que je m'asseye un instant à côté de vous ?» me dit-elle en relevant gracieusement son immense jupe, qui sans cela eût occupé la bergère dans son entier. Plus grande que moi, et accrue encore de tout le volume de sa robe, j'étais presque effleuré par son admirable bras nu, autour duquel un duvet imperceptible et innombrable faisait fumer perpétuellement comme une vapeur dorée, et par la torsade blonde de ses cheveux qui m'envoyaient leur odeur. N'ayant guère de place, elle ne pouvait se tourner facilement vers moi, et, obligée de regarder plutôt devant elle que de mon côté, prenait une expression rêveuse et douce, comme dans un portrait. « Avez-vous des nouvelles de Robert ?» me dit-elle. Madame de Villeparisis passa à ce moment-là. « Eh bien, vous arrivez à une jolie heure, monsieur, pour une fois qu'on vous voit. » Et remarquant que je parlais avec sa nièce, supposant peut-être que nous n'étions plus liés qu'elle ne savait, « Mais je ne veux pas déranger votre conversation avec Oriane, » ajouta-t-elle, car les bons offices de l'entremetteuse font partie des devoirs d'une maîtresse de maison. « Vous ne voulez pas venir dîner mercredi avec elle ?» C'était le jour où je devais dîner avec Madame de Stermaria. Je refusais. « Et samedi ?» Ma mère, revenant le samedi ou le dimanche, c'eût été peu gentil de ne pas rester tous les soirs à dîner avec elle. Je refusais donc encore. « Ah, vous n'êtes pas un homme facile à avoir chez soi. »« Pourquoi ne venez-vous jamais me voir ?» me dit Madame de Guermantes, quand Madame de Villeparisis se fut éloignée pour féliciter les artistes et remettre à la diva un bouquet de roses, dont la main qui l'offrait faisait seule tout le prix, car il n'avait coûté que 20 francs. C'était du reste son prix maximum quand on n'avait chanté qu'une fois. Celles qui prêtaient leur concours à toutes les matinées et soirées recevaient des roses peintes par la marquise. « C'est ennuyeux de ne jamais se voir que chez les autres. Puisque vous ne voulez pas dîner avec moi, chez ma tante, pourquoi ne viendriez-vous pas dîner chez moi ?» À partir de ce moment-là, le narrateur va entrer dans le cercle le plus sélect de Paris, celui de la duchesse de Guermantes et de ceux et celles qu'elle veut bien fréquenter. C'est dans ce même milieu qu'évoluait Swann avant de se marier avec Odette de Crécy. Oriane de Guermantes, puisque c'est son prénom, ne peut pas mettre une robe ou acheter une peinture sans que le tout Paris s'empresse de suivre son exemple. C'est une influenceuse provocatrice qui n'hésite pas à prendre le contre-pied de l'opinion générale et à tenir des propos choquants, ce qui n'est pas très difficile quand on a des aristos à sa table tous les soirs. Dans sa jeunesse, elle a été une enfant rebelle qui préférait s'instruire des arts qu'apprendre à tenir une maison, qui s'intéressait bien plus à la littérature qu'à la liste de ses ancêtres. Parti comme ça, on se dit que la duchesse va faire une fugue à 16 ans, traverser l'Europe à l'arrière d'une Harley-Davidson, puis revenir tatouée et mariée à Conrad, un punk de Berlin-Est qui collectionne les petites cuillères alors qu'il ne boit pas de café. Que nenni. En partie parce que rien de tout ça n'existe à la fin du XIXe siècle, mais aussi parce qu'Oriane compte bien être la meuf la plus in de Paname, ce qui consiste à cette époque à bien choisir son mari, en l'occurrence son cousin, le duc de Guermantes. Devenue duchesse, son personnage conservera une grande ambiguïté, où son esprit libre et son progressisme s'opposent à ses réflexes et réflexions d'aristo de haute naissance. En attendant d'en avoir la preuve, voyez plutôt l'opinion qu'elle a de son salon. Par exemple, chez la princesse de Parme, il y avait une quantité de personnes que l'Altesse recevait parce qu'elle les avait connues enfants, ou parce qu'elles étaient alliées à telle duchesse, ou attachées à la personne de tel souverain. Ces personnes fussent-elles laides, d'ailleurs, ennuyeuses ou sottes. Or, pour un courvoisier, la raison aimée de la princesse de Parme, sœur de mère avec la duchesse d'Arpajon, passant tous les ans 3 mois chez la reine d'Espagne, aurait suffi à leur faire inviter de tels gens. Mais Madame de Guermantes, qui recevait poliment leur salut depuis 10 ans chez la princesse de Parme, ne leur avait jamais laissé passer son seuil, estimant qu'il en est d'un salon, au sens social du mot, comme au sens matériel, où il suffit de meubles qu'on ne trouve pas jolis, mais qu'on laisse comme remplissage et preuve de richesse pour le rendre affreux.
Un tel salon ressemble à un ouvrage où on ne sait pas s'abstenir de phrases qui démontrent du savoir, du brillant, de la facilité. Comme un livre, comme une maison, la qualité d'un salon, pensait avec raison Madame de Guermantes, a pour pierre angulaire le sacrifice. Faire court, couper tout enrobage inutile, est un conseil souvent donné aux artistes. Le lire sous la plume de Proust, ça n'a pas de prix. Puisque nous en sommes à parler de Proust, je n'oublie pas qu'en 3 épisodes, nous n'avons toujours pas dit un mot de sa vie. Et comme il en reste 4, on aura tout le temps de s'y intéresser plus tard. Pour aujourd'hui, je voudrais vous parler de celle qui a inspiré les personnages de la mère et de la grand-mère. Jeanne Weil. Née en 1849 à Paris, elle est issue d'une famille juive venue d'Allemagne. Elle reçoit une éducation en langues et en arts particulièrement complète, à une époque où les femmes n'ont pas le droit de faire des études. En plus du français, elle sait le latin, l'anglais et l'allemand. Elle est une pianiste très douée et s'intéresse beaucoup à la littérature, surtout celle du XVIIe siècle, en particulier les Mémoires de Saint-Simon, le théâtre de Racine et les lettres de Madame de Sévigné. À 21 ans, son père lui présente Adrien Proust, un médecin de 15 ans son aîné, déjà reconnu pour ses travaux d'hygiéniste et d'épidémiologiste. Adrien Proust qui recommande d'ailleurs la distanciation et le confinement comme moyen de lutte contre les épidémies, à l'époque plutôt contre le choléra que le Covid. En 1870, pendant que les Français se font défoncer par les Allemands, à qui ils ont déclaré la guerre à cause d'une fake news, mais ceci est une autre histoire, Jeanne épouse Adrien. Adrien étant catholique, ils célèbrent leur union à la mairie, soi-disant parce que les unions mixtes sont encore très mal vues, à mon avis, surtout pour ne pas avoir à choisir entre pastrami et blanquette de veau. L'aîné de la famille, un certain Marcel Proust, naît en 1871, au moment de la prise de Paris par les Prussiens, et faillit mourir à la naissance. À 10 ans, il connaît sa première crise d'asthme et manque de mourir étouffé. À partir de là, Jeanne Proust se préoccupera sans cesse de sa santé et aura avec lui une relation fusionnelle. Le jeune Proust est réceptif aux arts et c'est grâce à sa mère qui en écrit le premier jet qu'il publiera une traduction de Ruskin en 1904. La mort de Jeanne Proust, en 1905, bouleversera le plus si jeune Marcel et sera, d'après Roland Barthes, l'un des éléments déclencheurs de l'écriture d'À la recherche du temps perdu. Dans son roman Fleuve, on retrouve Jeanne Proust dans les traits de la mère et surtout dans ceux de la grand-mère du narrateur qui a, au milieu du côté de Guermantes, une petite attaque. Enfin ma grand-mère sortit, et songeant qu'elle ne chercherait pas à effacer par un pourboire l'indiscrétion qu'elle avait montrée en restant un temps pareil, je battis en retraite pour ne pas avoir une part du dédain que lui témoignerait sans doute la marquise, et je m'engageai dans une allée, mais lentement, pour que ma grand-mère pût facilement me rejoindre et continuer avec moi. C'est ce qui arriva bientôt. Je pensais que ma grand-mère allait me dire « Je t'ai fait bien attendre, j'espère que tu ne manqueras tout de même pas tes amis. » Mais elle ne prononça pas une seule parole, si bien qu'un peu déçu, je ne voulus pas lui parler le premier. Enfin, levant les yeux vers elle, je vis que, tout en marchant auprès de moi, elle tenait la tête tournée de l'autre côté. Je craignis qu'elle n'eût encore mal au cœur. Je la regardai mieux et fus frappé de sa démarche saccadée. Son chapeau était de travers, son manteau sale, elle avait l'aspect désordonné et mécontent, la figure rouge et préoccupée d'une personne qui vient d'être bousculée par une voiture ou qu'on a retirée d'un fossé. « J'ai eu peur que tu n'aies eu une nausée, grand-mère. Te sens-tu mieux ?» lui dis-je. Sans doute pensa-t-elle qu'il lui était impossible, sans m'inquiéter, de ne pas me répondre. J'ai entendu toute la conversation entre la marquise et le garde, me dit-elle. C'était on ne peut plus Guermantes et petit noyau Verdurin. Dieu,
qu'en termes galants ces choses-là étaient mises. Et elle ajouta encore, avec application, ceci de sa marquise à elle, Madame de Sévigné. En les écoutant, je pensais qu'il me préparait les délices d'un adieu. Voilà le propos qu'elle me tint, et où elle avait mis toute sa finesse, son goût des citations, sa mémoire des classiques, un peu plus même qu'elle n'eût fait d'habitude, et comme pour montrer qu'elle gardait bien tout cela en sa possession. Mais ces phrases, je les devinais plutôt que je ne les entendis, tant elle les prononça d'une voix ronchonnante et en serrant les dents, plus que ne pouvait l'expliquer la peur de vomir. « Allons, lui dis-je assez légèrement, pour n'avoir pas l'air de prendre trop au sérieux son malaise. Puisque tu as un peu mal au cœur, si tu veux bien, nous allons rentrer. Je ne veux pas promener aux Champs-Élysées une grand-mère qui a une indigestion. » « Je n'osais pas te le proposer à cause de tes amis, me répondit-elle. Pauvre petit, mais puisque tu le veux bien, c'est plus sage. J'eus peur qu'elle ne remarquât la façon dont elle prononçait ces mots. Voyons, lui dis-je brusquement. Ne te fatigue donc pas à parler, puisque tu as mal au cœur. C'est absurde. Attends au moins que nous soyons rentrés. Elle me sourit tristement et me serra la main. Elle avait compris qu'il n'y avait pas à me cacher ce que j'avais deviné tout de suite, qu'elle venait d'avoir une petite attaque. C'est sur ces lignes que se termine la première partie du côté de Guermantes. Dans la seconde, on assiste au déclin de la grand-mère, puis à sa mort, entourée de sa fille et de son petit-fils, pendant qu'au dehors le monde tourne autour de préoccupations plus pratiques. C'est le moment que choisit par exemple le duc de Guermantes pour venir se faire présenter à la mère, plus soucieux du grand honneur qu'il lui fait que de la tristesse de celle-ci. C'est aussi Françoise qui s'éclipse pour ne pas faire attendre une couturière. Hélas, aussitôt les sangsues retirées, la congestion reprit de plus en plus grave. Je fus surpris qu'à ce moment où ma grand-mère était si mal, Françoise disparut à tout moment. C'est qu'elle s'était commandé une toilette de deuil et ne voulait pas faire attendre la couturière. Dans la vie de la plupart des femmes, tout, même le plus grand chagrin, aboutit à une question d'essayage. Critique du matérialisme patriarcal ou punchline misogyne, je vous laisse trancher. Dans la seconde partie du côté de Guermantes, on apprend aussi la maladie de Bergotte, un écrivain qui a marqué par son talent l'imagination du jeune héros et qui est l'une des figures du génie artistique dans la recherche. À la fin de ce 3e tome, on découvre la maladie et la mort prochaine de Charles Swann. Ce sont les piliers de l'identité du narrateur qui s'effondrent un à un. L'amour maternel avec la grand-mère, l'idéal de l'homme intellectuel et cultivé avec Swann, la littérature avec Bergotte. Sur ces ruines, qui prennent toute racine dans l'enfance du narrateur, en particulier à Combray, un nouvel individu va grandir, puisant sa sève dans ses relations mondaines, ses visites chez Monsieur de Charlus, ses invitations chez la duchesse de Guermantes ou chez la princesse de Parme. Impossible de lire la recherche sans mentionner les dîners sans fin organisés par Oriane de Guermantes, où se mélangent avant-garde et conformisme, ou au bal costumé de Marie Gilbert, où il s'agit d'être vu, et où certaines viennent lancer leur invitation pour une garden party beaucoup moins renommée. Qu'on les déteste ou les adore, ces passages sont si caractéristiques de la recherche qu'elles ont déteint sur sa réputation, et sur celle de son auteur. On a beaucoup accusé Proust et son roman d'être snob, de peindre l'aristocratie plutôt que le peuple, à l'encontre du mouvement réaliste, initié par Victor Hugo et poursuivi par Émile Zola. Ceci prouve au moins une chose, c'est que de nombreux critiques n'ont pas ouvert le livre qu'ils blâment. C'est d'ailleurs à cause de son image mondaine que le manuscrit du premier volume n'est pas lu, ou très succinctement, et ainsi rejeté par tous les éditeurs de l'époque. Mais à cette image d'un Proust snob, vieillissant, se complaisant dans la littérature ancienne et fréquentant un cercle élitiste, il faut opposer celle d'un homme curieux, avide de nouvelles rencontres et passionné par le progrès et la technologie.
On cite souvent les lignes de la recherche sur l'aéroplane, ancêtre de l'avion et qui est encore très rare à l'époque. Il y a aussi le pianola, qui apparaîtra quelques tomes plus loin sous les pieds d'Albertine, un piano mécanique qui permet de reproduire de la musique à partir de rouleaux de carton perforés. Bien que n'apparaissant pas dans son roman, Proust fait équiper sa chambre d'un théâtrophone, inventé en 1881, qui est le Netflix de l'époque. En souscrivant à un abonnement, il peut écouter, en utilisant le réseau téléphonique, des concerts symphoniques et des pièces d'opéra sans bouger de son lit. Et puisqu'on en parle, voici justement son ode à une invention qui va révolutionner la communication, lui permettant depuis Balbec d'entendre la voix de sa grand-mère restée à Paris, le susdit téléphone. Un matin, Saint-Loup m'avoua qu'il avait écrit à ma grand-mère pour lui donner de mes nouvelles et lui suggérer l'idée, puisqu'un service téléphonique fonctionnait entre Doncières et Paris, de causer avec moi. Bref, le même jour, elle devait me faire appeler à l'appareil et il me conseilla d'être vers 4h moins un quart à la poste. Le téléphone n'était pas encore à cette époque d'un usage aussi courant qu'aujourd'hui. Et pourtant, l'habitude met si peu de temps à dépouiller de leur mystère les forces sacrées avec lesquelles nous sommes en contact, que, n'ayant pas eu ma communication immédiatement, la seule pensée que j'eus, ce fut que c'était bien long, bien incommode, et presque l'intention d'adresser une plainte. Comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez rapide à mon gré, dans ces brusques changements, l'admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaisse près de nous, invisible mais présent, l'être à qui nous voulions parler et qui, restant à sa table, dans la ville qu'il habite, pour ma grand-mère c'était Paris, sous un ciel différent du nôtre, par un temps qui n'est pas forcément le même, au milieu de circonstances et de préoccupations que nous ignorons et que cet être va nous dire, se trouve tout à coup transporté à des centaines de lieues. Lui et toute l'ambiance où il reste plongé, près de notre oreille, au moment où notre caprice l'a ordonné. Et nous sommes comme le personnage du conte à qui une magicienne, sur le souhait qu'il en exprime, fait apparaître, dans une clarté surnaturelle, sa grand-mère ou sa fiancée en train de feuilleter un livre, de verser des larmes, de cueillir des fleurs, tout près du spectateur et pourtant très loin, à l'endroit même où elle se trouve réellement. Nous n'avons, pour que ce miracle s'accomplisse, qu'à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler, quelquefois un peu trop longtemps, je le veux bien, les vierges vigilantes dont nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage et qui sont nos anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes. Les toutes puissantes, par qui les absents surgissent à notre côté sans qu'il soit permis de les apercevoir, les Danaïdes de l'invisible, qui sans cesse vides, remplissent, se transmettent les urnes des sons. Les ironiques furies, qui, au moment que nous murmurions une confidence à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous crient cruellement « J'écoute !» Les servantes toujours irritées du mystère, les ombrageuses prêtresses de l'invisible, les demoiselles du téléphone. Pendant que les lignes téléphoniques remplacent le télégraphe, le côté de Guermantes décrit le passage de l'enfance à l'âge adulte, comme la métamorphose de Kafka, mais sans cafard géant, comme Harry Potter et la coupe de feu, mais sans Harry Potter et sans coupe de feu. Tous les repères du narrateur s'effacent au profit d'un monde nouveau. C'est la fin de Combray et l'entrée dans le Grand Paris. Un peu comme Proust lui-même qui, à cheval sur 2 siècles, fait le pont entre le 19e et le 20e. Pour autant, ce n'est pas moi qui oserais traiter Proust de charnière, ou, pire encore, d'espèce de gond. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.